avez reconnu dans un premier temps la version arabe de Formidable de Stromae, interprétée par La Bronze, qui a fait le tour du monde. Mais La Bronze, c'est Nadia Essadiki, qui est une auteure, compositeur, interprète québécoise, qui chante en français et qui est à cheval entre deux cultures, peut-être comme mes trois invités, c'est ce qu'on va voir. Kenza Benis, journaliste indépendante, auteur de l'article Que disent les musulmans, publié dans la presse, plus dans la foulée des attentats de Paris en novembre. Bonjour. Bonjour. Dalila Awada, militante féministe qui s'est prononcée contre la Charte des valeurs québécoises, dans un passage notamment remarqué, à Tout le monde en parle, il y a 2 ans. Bonjour. Bonjour. Et Asma Ibnou Zahir, vous êtes militante pour les droits des femmes, auteure de l'essai Chronique d'une musulmane indignée, qui offre une analyse très éclairante sur toutes sortes de questions. Bonjour. Bonjour. Alors, on dit souvent qu'on n'entend pas beaucoup les musulmans, mais les musulmanes féministes, on les entend jamais. Est-ce qu'on les entend? Ben, il faudrait leur donner le micro. On vous l'offre pas? Ben oui, je pense qu'il y a une espèce de... Il y en a beaucoup des musulmanes, mais moi, je vais commencer par dire quelque chose sur j'ai écrit donc la lettre dans la presse, qui était une lettre ouverte en réponse à la question de Guy Lepage, après les attentats de Paris, qui disait... Où sont les leaders musulmans? Qu'est-ce que pensent les musulmans? Puis je trouvais que c'était une belle occasion de répondre parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Et la chose la plus importante, à mon avis, sur les musulmans et les musulmanes, c'est qu'il n'y a pas de communauté musulmane. Ça, il va falloir qu'on le comprenne à un moment donné. Les 300 000 musulmans au Québec, c'est des gens, il y en a 27% qui sont nés au Québec, puis le reste, c'est des gens qui sont un peu partout sur la planète. Hein. Donc, il y a des Africains, des Sénégalais, des Iraniens, des Pakistanais, des Maghrébins, des Algériens, des Français. Donc, les gens parlent des langues différentes, ont des cultures différentes, et puis après ça, ils ont des relations à l'islam complètement individuelles, différentes. Il y a des athées, il y a des gens qui sont pratiquants, il y a des gens qui sont... Donc, c'est pas un bloc monolithique, donc il y a personne qui peut parler au nom de tout le monde. C'est ça, c'est que les gens, en fait, qui s'expriment dans les médias, les citoyens, donc les citoyennes musulmanes ou musulmans qui s'expriment dans les médias, ils le font au nom de leur association. Ces associations musulmanes ne regroupent pas l'ensemble des citoyens musulmans du Québec. Ça, c'est un premier point. L'autre point, dont je parle aussi dans le livre, c'est que... Dans le livre Chronique d'une musulmane. Exactement. C'est qu'en fait, quand on entend l'appel « Où sont les musulmans modérés », c'est comme si on souscrit déjà à la thèse que les musulmans qui se prononcent dans les médias, c'est pas eux les modérés. En fait, c'est qu'eux, ils ont un agenda derrière ça, et donc on n'entendrait pas les fameux modérés. C'est ça, moi, que je questionne, c'est qui détermine qui est modéré, qui l'est pas. Quand on demande d'entendre les musulmans modérés, quel est le message que vous entendez derrière cette demande-là? Ben, il y a 2 messages. Il y a déjà que ça veut dire que ceux qu'on entend à la télé, ne sont pas assez modérés aux yeux de certains. Il y a aussi l'autre message qui est parce qu'on l'appelle, c'est on les entend pas publiquement. C'est quoi l'espace public? Est-ce que l'espace public c'est seulement les médias, les grands médias? Est-ce que, mettons, tous les citoyens qui s'expriment à travers les réseaux sociaux, les citoyens musulmans qui s'expriment à travers les réseaux sociaux, ce n'est pas un espace public? Et aussi, c'est assez ironique en fait quand on entend cet appel, parce que les gens qui sont dans le milieu médiatique, etc., ils savent très bien comment c'est difficile d'accéder, en fait, d'avoir une entrevue dans les médias, de pouvoir avoir son article publié par un journal, etc. Donc la parole publique, je veux dire, entre guillemets, dans le média conventionnel, n'est pas facile à accéder. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème avec cet appel-là. Dalila Awada? Puis non seulement ça, c'est que quand on entend les musulmans, c'est souvent sur des sujets spécifiques qui se touchent de près ou de loin à l'islam, au voile, au crime d'honneur. Donc c'est toujours les mêmes sujets et c'est souvent des sujets connotés négativement. Donc déjà, si on pouvait les entendre sur des thèmes plus diversifiés, parce que ces gens-là aussi ont d'autres intérêts. Comme par exemple? Ben, l'environnement, les frais de scolarité, tous les autres sujets d'actualité, mais on les entend que sur des sujets spécifiques. Exactement. Moi, ce que je voudrais ajouter à ça, et je rejoins Dalila et Asma, c'est que on parle de l'identité musulmane comme une espèce de sarcophage ou de coffre-fort, c'est-à-dire que quand on est musulman, on peut rien être d'autre. Mais c'est pas ça du tout, être musulman. Être musulman, c'est une des choses qui tissent notre identité comme n'importe qui, comme un Espagnol, comme un Brésilien, comme un Haïtien, comme un Québécois. Le Québécois, on est Lavallois, on vient d'Abitibi, on est médecin, on est joueur de foot, on est grand fan du Canadien. L'identité des musulmans, ben c'est comme les Québécois, ils sont... Donc ça veut rien dire. C'est la population en quelque sorte qui oppose votre culture québécoise à l'islamisme.
C'est pas la population, c'est une construction publique c'est pas la population, elle fait que absorber ce qu'il y a dans la sphère publique. Et ce qu'il y a dans la sphère publique, c'est et le problème médiatique, c'est pas, moi je crois pas au complot, hein. Il y a plein de choses qui expliquent ça. Il y a des intérêts politiques, il y a des problèmes journalistiques de représentation médiatique, et il y a de l'instrumentalisation politique qui a fait qu'on arrive à une espèce de construction de l'image du musulman, comme tout le monde. Puis aussi, je veux dire, quand on entend souvent les gens s'exprimer contre le communautarisme, et on veut que les gens soient intégrés et qu'ils parlent vraiment d'une posture citoyenne, etc. Mais quand il arrive des choses, des événements ailleurs dans le monde ou ici liés de près ou de loin à l'islam, et là, on veut que ces gens-là qu'on a appelés à s'exprimer en tant qu'individus, tout d'un coup se regroupent d'une voix communautaire, entre guillemets, que dans d'autres contextes, on condamne. Et on dit, ben ça, c'est du communautarisme, etc. Ça aussi, c'est en fait une contradiction, c'est un paradoxe qu'on retrouve beaucoup dans les discours, dans ces appels-là. Et puis, pour revenir à ce que justement disait Dalila, sur les sujets sur lesquels on intervient, moi, par exemple, j'ai une amie qui a un post-doctorat en biologie génétique. Elle dit, moi, le jour où est-ce que je vais intervenir dans les médias, ça serait pour parler de la biologie génétique. Tu sais, j'ai une amie musulmane, c'est ça qui a dit, moi, j'interviendrai pas dans les médias pour parler de mon foulard ou je sais pas trop quoi, je veux parler de mon domaine, de ce que je connais mieux. Et c'est ça, en fait, c'est qu'il y a la visibilité, en fait, des musulmanes et des musulmans dans l'espace médiatique n'est là que qu'autour, en fait, de leur identité musulmane. C'est ce que disait justement Kenza. Puis elle est toujours placée en opposition à l'identité québécoise, comme s'il y avait une hiérarchie entre les deux, comme s'il y avait une confrontation, puis qu'il fallait choisir, parce qu'il y en a nécessairement une qui est plus civilisée ou mieux que l'autre. Donc, on parle de l'identité musulmane vraiment tout le temps dans un esprit de confrontation à l'identité québécoise, alors qu'on n'a pas à choisir entre ces deux identités-là. Tout le monde a des identités multiples. C'est ça. Et je veux dire, la question qu'on pose, admettons, est-ce que tu te sens plus musulmane ou plus québécoise, ou comment tu fais pour conjuguer entre les deux? Je pense que elle s'applique à des personnes qui viennent d'adopter une des deux identités. Par exemple, un nouvel migrant ou une nouvelle migrante, ou par exemple quelqu'un qui vient de se convertir à l'islam, une québécoise ou un québécois qui vient de se convertir. Là, ils ont une petite période d'adaptation où est-ce qu'ils doivent voir comment composer entre les deux. Mais après ça, ça devient, il y a une chercheuse justement de Toronto qui s'appelle Imani Banerjee qui a comparé un peu l'espèce d'imbrication des différentes identités à du café au lait en fait. À un moment donné, ça se mélange et tu peux plus les séparer. On compose avec une identité qui est complexe en fait. Oui. Non, pour revenir à l'identité, les Québécois musulmans, ils ont une identité citoyenne avant tout. Ils ne veulent pas qu'on leur pose l'étiquette comme ta copine qui est biologiste. Elle est biologiste. Elle dit pas, elle se promène pas avec une pancarte, yo, je suis musulmane. Mais le problème de l'image, c'est que moi, si je connaissais pas de musulmans, honnêtement, je serais islamophobe si je regarde juste la télé, parce que quand on regarde la télé et qu'on dit le mot musulman, on voit deux choses. On voit des gens en train de faire leur prière. Donc, tout de suite, une connotation religieuse, et j'ai rien contre les gens qui font leur prière, hein, je le dis tout de suite, où on voit des gens en train de poser des bombes en criant Allahu Akbar. On ne voit rien d'autre. Quand on interviewe un artiste, quand on interviewe un humoriste, quand on interviewe un chercheur en physique, on lui dit pas bonjour, vous êtes musulman et vous êtes chercheur en physique. Non, on dit bonjour monsieur, vos recherches sur la physique, c'est quoi? Mais quand on dit musulman, il n'y a que la religion, que le fondamentalisme et que les attentats qui sont en lien avec cette religion. Comment voulez-vous que les gens pensent autre chose? C'est impossible. Quand on dit musulmane féministe, qu'est-ce que vous pensez que les gens voient? Non. Ça dépend à qui. Je veux dire, c'est pas une position qui nécessairement qui plaît à plusieurs, en fait, que ce soit plusieurs musulmans, plusieurs non musulmans, je veux dire dans la société en général. C'est une position qui peut pour certains sembler paradoxale. Oui, on se le fait encore dire. Oui, ça on fait encore dire parce qu'il y en a il y en a qui en général ils considèrent les religions comme étant oppressives pour les femmes et donc que les femmes leur seule voie de libération est à l'extérieur du religieux. Et du côté des sphères musulmanes, il y en a qui vont penser que dire féministe, c'est être nécessairement contre les hommes, avec certaines caractéristiques, un certain stéréotype en fait projeté sur les féministes. Donc il y a des malentendus des deux côtés. Mais après c'est ça, c'est qu'une fois qu'on dit, en fait, une fois qu'on explique comment qu'on vient à l'identité en fait musulmane et féministe, c'est-à-dire je suis musulmane qui a à cœur les droits des femmes et l'émancipation etc. des femmes. Dalila, vous avez été à plusieurs reprises victime de critiques de la part de féministes, mais pourtant vous êtes féministe. Vous recevez comment ça? Qu'est-ce qu'on vous
qu'est-ce qu'on vous reproche et qu'est-ce qu'on vous reproche à tort, en fait? Ben, comme Asma l'a expliqué, c'est que d'emblée, on perçoit ça comme étant une position contradictoire. De se proclamer féministe et musulmane, mais c'est essentialisant de penser que le modèle du féminisme québécois ou du féminisme occidental d'un point de vue plus large est le modèle idéal à appliquer sur la réalité de toutes les femmes. Donc pour des réalités et des expériences spécifiques, dans le cas qui nous intéresse, les expériences et réalités des femmes musulmanes, ben, elles ont besoin d'un féminisme qui répond à leur réalité. Comme un féminisme autochtone, comme un féminisme... Ben oui, puis il y a de multiples féminismes. Puis non seulement ça, c'est que les mouvements féministes aujourd'hui, qu'ils soient québécois ou autres, qui ne prennent pas en considération autre chose que les oppressions patriarcales ou sexistes ou machistes, sont des féministes qui ne peuvent pas répondre aux intérêts des femmes issues de la diversité, comme on les appelle. Parce que ces femmes-là vivent plusieurs oppressions, le racisme, la xénophobie, l'islamophobie, au même titre que l'oppression sexiste et patriarcale. Donc, elles doivent mener ces luttes dans le fond, elles doivent être à la tête de toutes ces luttes-là parce qu'elles n'ont pas le choix, ça leur rentre dedans à égalité. Et même au Québec, je veux dire, le féminisme n'est pas monolithique et n'a pas été monolithique. Même au Québec, l'histoire du Québec, il y avait des féministes radicales, il y avait des féministes libérales, socialistes marxistes, etc. Donc, il y avait, même au sein du féminisme, entre guillemets, blanc, québécois, ce n'était pas monolithique. Donc, c'est clair qu'il y a divers féministes. Après, et puis, je veux dire, il n'y a pas de définition universelle du féminisme. Je veux dire, oui, il y a la question des droits des femmes, mais c'est savoir, est-ce que le féminisme, c'est juste d'atteindre l'égalité homme-femme ou vraiment l'émancipation des femmes au-delà de juste l'égalité. C'est-à-dire que si on a une société où est-ce que les hommes et les femmes sont opprimés par le système, par exemple, capitaliste, est-ce que c'est la fin du féminisme juste parce que les hommes et les femmes sont également opprimés? Donc, c'est aussi dans les définitions aussi du féminisme qu'il faut réfléchir. Et pour plusieurs aussi, être féministe et porter le foulard ou porter le voile semble pour plusieurs la plus grande des contradictions. Dalila, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Parce que on vous voit avec vos foulards colorés. Évidemment, vous êtes un visage très fort de ce type de féminisme-là, de ce visage, un visage de ce féminisme-là. Mm-hmm. Ben, c'est sûr que l'oppression et le patriarcat dans la culture des autres est toujours pire que le nôtre. Donc, on met le focus sur les pratiques musulmanes comme représentant le patriarcat ultime, puis on oublie qu'au Québec ou dans les sociétés occidentales, on a aussi d'autres symboles qui peuvent être problématiques à l'égard des femmes. On oublie qu'on vit dans un système qui instrumentalise le corps des femmes. On oublie, comme Asma l'a mentionné, qu'on vit dans un système capitaliste qui est toujours à la recherche de bénéfices, de gains, de capital. Donc, tout ça, c'est des systèmes qui oppriment les femmes. Mais là, on s'arrête sur ce foulard-là, comme si c'était le symbole ultime du manque de civilisation des musulmans, alors qu'il représente tellement de choses pour les femmes qui le portent. Donc, on a une vision super réductrice, essentialisante de la pratique des femmes musulmanes. Qu'est-ce que vous voudriez... Bon, ça a été une année qu'on peut qualifier, évidemment, de sombre. On a fait une association musulman-islamisme avec des gestes radicaux à la grandeur de la planète. Ça a commencé avec des attentats à Paris. L'année s'est terminée avec des attentats à Paris. Entre les deux, il y a eu vraiment beaucoup d'événements qui ont dépeint une facette de l'islam. Votre état d'esprit en cette fin d'année et en début aussi, dans quelques jours, d'une nouvelle année, il est quoi? Étonnamment, je vais être optimiste. Kenza Benis. Étonnamment, je vais être optimiste. Les attentats ont été absolument épouvantables et vont être encore épouvantables le jour où il y en aura d'autres, ça c'est clair. Mais je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que justement, les musulmans, ça veut rien dire. C'est pas une famille qui s'y serrée. Les femmes musulmanes, non, elles sont pas toutes opprimées. Il y en a qui se battent. Le printemps arabe, il y a eu plein de femmes qui étaient dans la rue. Les femmes musulmanes ici, les musulmans au Québec aussi font partie de la société. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on va commencer à arrêter l'espèce d'opposition entre Occident, monde musulman qui est complètement dépassé, entre l'identité musulmane québécoise qui est complètement dépassée. Et j'espère aussi qu'on va essayer de comprendre aussi le problème, que ce soit ces problèmes de radicalisation, etc., dans leur complexité et éviter les simplifications du style problème est religieux, la solution est policière ou militaire. Ça, c'est la pire, en fait, des simplifications parce que ça ne règle pas le problème au fond. C'est de questionner notre système, questionner vraiment qu'est-ce qui pousse ces jeunes-là, où est-ce qu'il y a une rupture avec la société, en fait. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes-là, à un moment donné, de marquer une rupture avec la société dans laquelle ils sont nés, parce que c'est des jeunes Français, c'est des jeunes Québécois, c'est des jeunes Canadiens, et qui fait qu'ils cherchent un monde, en guillemets, différent, qui leur donne d'autres espoirs. Puis non seulement ça, c'est que
on doit pousser la réflexion critique, aller chercher les causes réelles et politiques qui provoquent ce genre d'événements tragiques. Mais quand il arrive ce genre de truc, puis on questionne tout de suite les musulmans, on leur dit distanciez-vous, justifiez-vous, on est dans le superficiel, on veut des réponses instantanées, on veut des émotions, donc là c'est contre-productif, donc il faut vraiment aller chercher les causes politiques de ça, et à mon sens, ce qui va nous permettre de sortir de cette impasse, c'est de créer des solidarités, mais en croyant en l'autonomie des peuples et des individus. Mais la solidarité, pour moi, c'est le mot-clé parce que c'est pas un terme qui est intrusif. Donc, on croit en l'autonomie, mais en même temps, c'est un mot qui permet ça inclut une dimension altruiste et collective. Donc, on avait vraiment envie de vous entendre, Kenza Benis, Dalila Awada et Asma Ibn Zahir, juste parce qu'on est en 2015. Juste parce qu'on est en 2015. Merci. Merci. Nous sommes là, je n'espère